Nairobi 3, oui, le processus a connu quelques soucis. On nous parle de l'interruption ou de la suspension des travaux depuis avant-hier à cause d'une découverte surprenante. Les services rwandais ont infiltré les travaux par la logistique avec des puces connectées justement jusqu'à Kigali où ils suivaient tout de plus près. Est-ce qu'avec la complicité de la facilitation kenyane, c'est la question qu'on se pose. Vous comprenez, nos services, bravo pour avoir découvert et les images ont fait le tour du monde. Pendant que les gens attendent l'issue de toutes ces réunions de la capitale kenyane, le président rwandais a perdu son calme légendaire et du coup s'est substitué à Martin Fayulu pour jouer son rôle, le rôle d'opposant et surtout des chercheurs par excellence de la vérité des urnes. Alors, Kinshasa a contre-attaqué. Nous allons donc axer ce débat autour de ce processus dit de paix. Est-ce qu'il est dangereux pour la RDC? Autour de cette table, Tazi Julien, professeur des relations internationales à la faculté, plutôt à l'université de Kinshasa. Il est à mon extrême droite. Mboumé Lela, c'est comme ça qu'on lui a collé justement ce slogan Mboumé Lela, pour dire il n'y a que les fonds militaires qui doivent faire parler. C'est un diplomate qui le dit, il sait pourquoi. Nixon Kambale, qui n'est plus à présenter, directeur du Centre pour la gouvernance, très bien intégré dans l'Est, parce que c'est la société civile, il maîtrise bien le terrain. À mon extrême gauche, l'ambassadeur Alain Atondou Liongo, avec d'autres casquettes qui ne sont pas à faire valoir ici, mais il est en même temps politique. Voilà, c'est un homme futé dans tout ce qui est stratégie, renseignement, au-delà même de nos frontières. Freddy Moulumba, ancien directeur général du groupe de presse Le Potentiel, ancien directeur général de la RTNC, mais nous le recevons ici comme journaliste et politologue, écrivain. Le plateau affiche complet, on ouvre le débat. On commence avec la société civile. Messieurs Kambale, ça vous surprend quand même? On comprend que les hostilités changent de terrain. Kagame, devant les élus rwandais, commence à chercher la vérité des urnes au Congo et annonce que Tshisekedi veut aller dans ce qu'on appelle glissement pour prendre pour alibi la guerre. Et ça vous a surpris un peu? Merci, un homme dépassé? Merci Fabien, je salue l'ambassadeur Atondou, qui n'est plus à présenter pour l'opinion congolaise. C'est pas vous qui le présentez, moi je l'ai déjà fait. Non, vous l'opinion congolaise, vous l'avez fait pour les autres, mais il faut que les sache que c'est un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a fait, qui a servi le pays. Et Freddy aussi et le professeur Tazi. Vous savez, Fabien, la manière dont les choses évoluent aujourd'hui, nous aurons des surprises à surprises. Surprise parce que non seulement la voix du Congo commence à porter ses fruits. Hier, même ceux-là qui doutaient encore de l'agression ont fini par se rendre compte que c'était une évidence et que maintenant, même s'ils essaient de ralentir le peu le pas pour ne pas le dire ouvertement, mais au moins, ils ont pris conscience que de ça. La communication du président rwandais, je ne voulais pas y revenir parce que j'ai considéré cela comme une distraction encore de plus pour le peuple congolais. Parce que ces débats-là des élections aujourd'hui, 5 ans après, je ne vois pas pourquoi y revenir. Ici, la question qui nous préoccupe, c'est comment mettre fin à la situation qui prévaut dans la partie orientale du pays. Et la question était de se demander, est-ce que les deux options qui ont été présentées comme voie de sortie ont la chance de ramener la paix? Et c'est ça qui doit nous intéresser.
Et je constate, évidemment, vous l'avez dit Fabien, qu'au deuxième jour de travaux de Nairobi, non seulement il y a eu cet incident-là, mais aussi une délégation a claqué la porte au motif qu'il serait discriminé parce qu'il y a eu des tueries, 3 ou 7 personnes qui ont été tuées dans les hauts plateaux du Sud Kivu, le Minembwe, de Louvira. Mais curieusement, personne n'a pas évoqué les morts tués à Kisheshi. Et pourtant, ces tués à Kisheshi sont plus de centaines. Et là, ça pratiquement environ 126 morts ou 120 morts. Les images sont choquantes. Et j'aurais voulu que le travail puisse s'arrêter parce qu'il y a eu ces morts-là. Parce qu'on ne peut pas parler quand on est en train de tuer. C'est ça le moment même de coutumier de la chefferie de Bwito, qui s'étonne que par rapport aux 126 personnes tuées sauvagement, il n'y a pas eu de réaction. Et curieusement, pour une question qui relève pourtant des affrontements qui se passent dans le haut plateau d'Ouvira, on décide de claquer la porte à un processus que tout le monde pensait que c'est un processus de paix, c'est un processus qui allait amener la paix, mais ça dénote évidemment de la ruse qui caractérise les assises. La même ruse qui se passe sur les théâtres des opérations. Vous voulez qu'à Nairobi, on puisse suspendre les travaux à cause de ce carnat, de ces tueries de Kisheshi. Mais au pays, est-ce que le gouvernement a décrété un deuil national? Oui, il vient de décréter. Il vient de décréter. Oui, le Conseil des ministres. Voilà. C'est une décision importante. Oui. Pendant combien de jours? 3 jours. 3 jours. C'est vraiment quelque chose à saluer. Donc c'est pourquoi je dis on devait suspendre. L'État, évidemment, pour les partis, de se convenir sur les principes élémentaires. Ce n'est pas parce que on considère que tel serait discriminé qu'on doit suspendre tous les processus. Mais ici, moi, je constate que c'est la preuve de la ruse qui est dans les chefs de certains participants à ces dialogues-là, et qui n'est pas de nature à pouvoir arriver à une issue favorable. Donc la même ruse, je disais, qui est utilisée sur les théâtres des opérations, parce que d'un côté, au prétend, on demande à ce qui est cessé le fait, mais aujourd'hui même, il y a eu des affrontements lancés par, évidemment, les troupes rwandaises déployées au Congo. Et la population a même alerté sur le renforcement ou l'appui à troupes venant de Kigali et du Rwanda. Et tous ces éléments-là demandent à suffisance que ce soit les processus militaires, encore moins les processus politiques qui aujourd'hui en Nairobi, on ne doit pas y mettre beaucoup d'espoir, c'est que le parti, ou pratiquement la RDC, ne puisse revoir ses calculs. Et quand je dis revoir les calculs, c'est dire nous sommes en situation de guerre et la seule réponse qu'on doit réserver à cette situation, c'est la force. Voilà. Merci pour cette première prise de parole, Nixon Kambale, parce que vous parlez du renforcement des troupes rwandaises qu'on appelle M23. Nous avons une information fraîche. Nos sources à Kampala nous renseignent que hier, il y a eu une réunion s'est tenue à l'hôtel Sheraton où pratiquement M23, il a été même vu certains Congolais, entre guillemets, c'est pas Congolais ou Congolais, qui ont participé à cette réunion. Étonnant même, les Ougandais et les Rwandais y étaient, et c'est sur justement le renforcement de ce fameux M23. Et certains ont quitté même le camp de Nyakivale, Kiaka, de Changwali et des autres qui sont arrivés à Kampala pour justement le renforcement de M23. Vous comprenez que le front, c'est pas seulement du côté du Rwanda, c'est aussi du côté de l'Ouganda. Professeur Tazi, quelle est votre analyse personnelle? Est-ce que Nairobi, c'est pas un danger pour cette république?
un danger qui s'ajoute à la force dite régionale. Merci beaucoup. Il faudrait qu'on dise sincèrement que Nairobi est une calamité pour la République. Calamité pour la République. Ça, c'est d'entrée de jeu. Parce que le mode opératoire des agresseurs, c'est de faire la guerre, de gagner des terrains et de les valider par la négociation, dialogue, ainsi de suite. Et ce mode opératoire a commencé depuis très longtemps, depuis le début, et il continue, il se répète, il se répète, il se répète jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que les âmes de conscience oubliées qui ne peuvent pas le reconnaître. La déclaration, vous êtes revenu sur la déclaration du président Paul Kagame de triste mémoire. Moi, je ne suis pas surpris. Sincèrement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas non plus surpris que le président s'intéresse actuellement à la politique interne de la RDC, qu'il prenne sur les questions. Je ne suis pas surpris. Qu'il était chargé, comme président en exercice de l'Union africaine, chargé par l'Union européenne, notamment la France, pour mettre les fusils. Congolais se rendent les discours du président autres, il faut l'intégrer dans le mode opératoire la relation internationale. La paix beaucoup d'intelligence. Comme je dis, afin que les petits peuples saisissent les opportunités, comprendre du plan interne, du plan Par le sang. Ils ont fait exprès organiser des élections transparentes. D'abord qu'ils les gagnent chaque fois. 19, concurrents.
Chimier. Je pense que quand on a suivi chose est que son réseau d'infiltration, donc il y avait pour lui des services qui donnent des la panique déboussolée. L'Afrique ou bien par le président Félix Antoine Tshisekedi et le président kenyan, donc le Kenya n'a plus encore le pouvoir. Qui gère le processus de négociation? À ce qu'il a comme matière première, donc de logique. Donc il est devenu très important. Ça vient des Américains. C'est un qui a récupéré le forum de G20. Il a fait par tous les moyens. Biden, le président américain, reçoit Kagame. Biden a refusé. Blinken. C'est comme ça qu'il a envoyé. Donc les choses ne marchent plus pour lui. Troisième chose. Vous êtes bien informé. Ce sont des informations vérifiées. Troisième, c'est la fin de son rôle comme gendarme de l'Afrique. Vous savez, pendant la guerre contre le terrorisme, Kagame et Museveni étaient là pour la sécurité. Donc on formait ces militaires, et pour les envoyer partout où se trouvaient des crises, en Éthiopie, au Soudan, Centrafrique, Somalie. Et qui finançait? C'était d'abord l'Amérique. L'Amérique finançait les Rwandais, l'armée rwandaise, pour leur apporter de l'aide financière et matérielle, aussi la formation, pour qu'ils puissent aller servir dans les troupes onusiennes. Mais on n'a pas formé ces gens pour aller faire des guerres ailleurs comme Kagame le fait aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a une lettre qui a été écrite par le président de la commission des affaires étrangères du Sénat, qui avait adressé à Blinken avant qu'il vienne ici. Et dans cette lettre, le président de la commission dit très clairement: nous devons redéfinir notre coopération avec Kagame, avec le Rwanda, parce que les Rwandais utilisent les militaires qu'on a formés ici sur le territoire congolais. C'est contre nos intérêts et nos valeurs. Donc, nous qui connaissons très bien comment l'Amérique fonctionne, donc M. Kagame est en difficulté pour le moment. Voilà pourquoi l'image des États-Unis est ternie dans ce pays. Il suffit qu'on parle des États-Unis, mais bon, vous voyez comment les Congolais comprennent maintenant la chose. Que leur malheur est préparé de quelque part par des gens bien connus. Monsieur... Professeur, est-ce que les États-Unis ont encore une bonne opinion dans Non. Écoute, moi, je suis formé par les Américains en diplomatie américaine. J'avais cette image auparavant. On a fait 21 jours à Washington pour comprendre comment la politique étrangère fonctionne. Ce n'est pas, quand on dit américain, ce n'est pas l'État américain. D'abord, dans notre cas ici, qui font la guerre sur place. Ce sont d'abord des hommes d'affaires qui ont fait la guerre de l'AFDEL, mais ce sont des hommes d'affaires
ont eu un régime en place qui était de Bill Clinton, qui était libéral, qui sont servis de lui. C'est comme ça qu'on a eu cette guerre. Mais quand Trump est arrivé au pouvoir, la donne avait changé. Quand le président George Bush fils, la donne avait changé. Quand Obama est arrivé au pouvoir, la donne avait changé. Kagame en 2001. Mais Obama, Écoute, c'est la même, pratiquement c'est le même réseau que Clinton. Non. Même celui qui aux affaires aujourd'hui. Nous devons comprendre comment la politique étrangère américaine fonctionne. En 2001, quand Clinton est parti, George Bush est entré au pouvoir, le gouvernement américain était très dur envers le Rwanda. On a demandé à Kagame, on a intimé l'ordre venant de Colin Powell pour lui dire retirez vite vos troupes au Congo. Il a tempéré. Celui qui dit, c'est Herman Cohen dans ses mémoires. Donc ce ne sont pas des choses au hasard. Obama, du temps d'Obama, quand le M23 a fait des problèmes, on a appelé Kagame pour retirer ses troupes. Donc il faut comprendre comment la politique étrangère américaine fonctionne, que penser que l'Amérique est toujours... quand on parle américain, ce n'est pas l'État américain. La Commission de l'Union européenne vient justement de décider d'allouer à l'armée rwandaise qui tue chez nous 20 millions de dollars. Vous pensez que c'est toujours... Non, je peux vous dire que l'Amérique et l'Union européenne, c'est différent. En Amérique, ceux qui détiennent les pouvoirs, je vous ai dit ici, c'est Pentagone, donc l'armée. Laisse-moi terminer, c'est important. L'armée et celui de renseignement. Les hommes d'affaires peuvent influencer. Par contre, en Europe aujourd'hui, tous les régimes européens, les présidents, sont sous contrôle de ce qu'on appelle les globalistes. Or, ceux qui nous font la guerre à l'Est sont des globalistes. Voilà. André Alain Atundou, vous allez un peu ramasser ce que les autres, vous inspirez ce qu'ils ont dit, mais c'est sans oublier que nous vous avons lu dans la presse nationale ici, il y a 2 jours, vous exprimez, vous ne vous lamentez pas vous, mais vous exprimez des réserves. Je ne dis pas une inquiétude, des réserves concernant cette force dite régionale. Et surtout, un peu réticent vis-à-vis de ce qui se passe à Nairobi. Oui, parce que, comme je l'ai dit, une organisation, quelle que soit, une cellule comme la famille, une organisation comme la CPGL, la CIRGL, a fortiori l'ONU, n'a aucune disposition à combattre un État qui est en conflit avec un autre État membre. On privilégie toujours le dialogue, le statu quo, pour permettre à ces États de trouver un modus vivendi. Voilà pourquoi il ne faut pas donner une grande importance à Nairobi et aux autres rencontres qui pourraient s'en suivre. Mais néanmoins, nous avons acquis, grâce à ces rencontres, une victoire inestimable. Laquelle? C'est la reconnaissance de l'agression rwandaise comme un fait acquis. À partir de cela, nous devons maintenant, cette déclaration ou cette reconnaissance marque un tournant décisif, devrait marquer un tournant décisif dans notre stratégie. Au lieu de parcourir les forums à chercher que l'on reconnaisse la responsabilité du Rwanda qui est un droit acquis, il faut maintenant chercher, grâce à la diplomatie secrète, comment acquérir les armes pour mettre hors d'état de nuire et débouter du territoire national tous les agresseurs et leurs complices terroristes. Ça, c'est important. Et cela suppose que nous devons nous préparer avec les armes. Nous cherchons les armes, nous devons avoir les troupes aguerries. Nous devons avoir des chefs de guerre charismatiques. Nous devons les préparer. Voilà pourquoi je dis, bon, c'est bien, Nairobi n'apportera rien de nouveau. Ce qui apportera quelque chose de nouveau, ce sera un revers militaire du Rwanda sur le terrain grâce à la combativité de nos troupes. En représailles et puis, au décès, deuxièmement, à la mort d'un général. Ouais.
rwandais et de certains officiers rwandais. Voilà comment les Rwandais ont massacré 126 personnes. On ne veut pas beaucoup en parler de l'autre côté. Est-ce que ça peut constituer, ces massacres, ça peut constituer vraiment une brèche pour pouvoir faire mal diplomatiquement au Rwanda? C'est certainement, ça affaiblit tant soit peu la position de Kagame. Mais ce sont des faits de guerre. Pendant une guerre, on ne fait pas de procès. On ne fait pas de jugement. Il faut d'abord gagner la guerre pour chercher les responsables des faits incriminés. Ça, c'est très important. Et tant que nous n'aurons pas... Je voudrais ici, avant de continuer, dire que dans cette guerre, le Congo n'est pas seul. La communauté internationale n'est pas contre le Congo. Certains membres sont contre le Congo. Nous avons des alliés stratégiques. Et aujourd'hui, il est important de capitaliser la victoire diplomatique à travers nos contacts avec les alliés stratégiques. Les alliés stratégiques, ce sont ceux qui reconnaissent les mêmes intérêts que nous. On va prendre les États-Unis par exemple. Quel intérêt les États-Unis ont au Rwanda ou par rapport au Rwanda? Sinon, comme Mirador, en disant on va lorgner au Congo. Mais si nous avons des rapports directs, nous avons des contrats clairs, nous avons une coopération normale, on n'aura pas besoin du Rwanda. Donc c'est à nous de nous préparer. Est-ce que cette guerre n'est pas un chantage? Nous réfléchissons à haute voix, on pose des questions, on va voir vos réponses au profit des téléspectateurs. Est-ce que cette guerre n'est pas un chantage à Tshisekedi Tshilombo pour dire on vous a beaucoup attendu pour pouvoir changer les choses et nous donner plus? Holman, numéro 2 de la sécurité intérieure américaine, est venu ici. J'étais le seul, l'unique journaliste à lui poser des questions chez Hammer. Elle a dit, sur le terrain ou sur le champ de bataille, la chance doit être, on doit donner chance égale. Moi, j'ai mes archives. Chance égale aux partenaires ou aux forces en présence. On a donné beaucoup plus aux Chinois. On doit donner chance égale à nous tous. Ça, c'est Holman numéro 2 de la sécurité intérieure américaine. Est-ce que Tshisekedi Tshilombo n'a-t-il pas beaucoup traîné sur un terrain où il était attendu pour pouvoir privilégier les Américains et puis il a traîné les pieds, par exemple? Nous, je pose la question. Les Américains n'ont jamais exigé du Congo une coopération exclusive. C'est au Congo de déterminer ses intérêts en fonction de ses partenaires divers et de les hiérarchiser. Un Américain qui vient ici, il ne vient pas pour le Congo. Il vient pour les intérêts des États-Unis. Un Américain, un Congolais qui va aux États-Unis doit faire de même. Il ne faut pas y aller pour flatter les Américains. Non. Il faut leur montrer l'intérêt qu'ils ont à nous soutenir. C'est seulement l'équilibre d'intérêts qui va amener une certaine égalité de traitement ou similarité. Donc, je voudrais dire ceci. À cette étape, ne perdons pas notre temps à chanter la victoire. Parce que la victoire diplomatique ne garantit pas la victoire militaire. Et la victoire militaire peut renverser la victoire diplomatique. Consolidons la victoire diplomatique par des hauts faits d'armes, comme des revers mémorables contre le Rwanda. Mais pour que cela soit possible, nous devons d'abord avoir l'armement qu'il faut. Et puis mettre nos troupes en bataille. Mais l'armement qu'il faut, vous le dites bien, l'avion qui a à son bord la logistique de l'armée congolaise est bloquée en Europe, en France. Vous avez facilement libéré un avion dont le moteur devait prendre feu
vous l'avez libéré, je ne sais pas s'il y a eu réparation. On ne rend pas compte au peuple. Et pour comment on va équiper notre armée quand vous n'avez pas le devoir, vous n'avez pas les marges de manœuvre dans l'achat des armes. Lorsqu'on observe l'histoire, même récente, du XXe siècle, aucun embargo n'a empêché un État d'avoir des armes. Aucun. Et je suis bien placé mais pour les transporter. Je suis bien placé pour le dire. Malheureusement, je ne peux pas dire exactement. Mais, si vous êtes en embargo, vous avez des alliés. Si vous avez des alliés, ils ne sont pas nécessairement les ennemis de vos ennemis. Vous pouvez les capitaliser. Malheureusement, je ne peux pas faire de dessin. Mais comprenne qui pourra. Il faut cesser de se plaindre, chercher les moyens de détourner l'embargo. Parce que l'Amérique n'existe pas. Les Américains existent. Le Parti républicain n'existe pas. Les personnalités des partis républicains, des démocrates, etc. L'administration Biden n'existe pas. Il y a des personnalités. Vous contactez le secrétaire d'État à la Défense. Moi, je contacte le secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Et pourtant, nous faisons la guerre et on nous reçoit tous les deux. Donc, cela dépendra de la force d'argument de chacun. Voilà. Nixon, nous allons nous rendre à Nairobi. Nous allons retourner à Nairobi, justement. Comment arriver à mettre les puces? Comment est-on arrivé à mettre les puces? Avec la facilitation kenyane, pour pouvoir permettre à Kigali d'écouter même les groupes armés dans leur franchise pendant ce pourparler. Le Kenya joue-t-il un franc jeu? Fabien, je crois, l'ambassadeur vient de le dire, même le prof l'a dit, nous sommes en présence de forces. Il y a de forces en présence. Et chaque force poursuit un intérêt quelconque. Et le médiateur joue ce jeu. Il sait, ici, je dois voir quels sont mes intérêts. La question que moi je me suis posée quand j'ai appris cela, c'est de savoir, comme nous sommes co-présidents des séances, est-ce que nous nous sommes rassurés de la manière dont les choses vont se passer? C'est l'État congolais, c'est le gouvernement congolais, avec les facilitateurs, qui doivent se rassurer de ça. Si on ne l'a pas fait, pourquoi on a failli? Pour venir crier après. Donc, on a découvert, on n'a pas crié. Non, on a crié parce que si on était prévoyant, on allait tout empêcher à ce que ça se réalise. Et aujourd'hui, si comme il est dit, si cela est vrai et qu'ils ont eu accès, qu'est-ce que nous mettons en place pour que ça ne se répète pas? Donc, moi je dis ceci. Nous sommes allés à Nairobi sans préparer correctement les choses. Et là, ça risque ça va naturellement impacter négativement le déroulement de pourparlers. Vous imaginez, Fabien, tous les groupes armés hier, tous, ils disent que la première chose, il faut mettre fin au DDR. Alors que c'est là où ils doivent s'engager. Il faut changer même les dirigeants du DDR. Là, le débat change. Donc, pour dire qu'eux aussi commencent à poser des conditions. Or, dans la situation actuelle, on est en train de vanter les quelques embuscades de pièges montés par les groupes armés, par les miliciens. Si déjà Nairobi commence à poser des conditions, alors est-ce que nous étions en symbiose avec eux? Des Congolais qui barrent la route aux ennemis et vous dites vanter quelques exploits de... Non, c'est à Nairobi, non? Quand ils commencent à remettre à cause le programme dans lequel ils doivent s'engager, est-ce que nous parlons le même langage? Nous devons nous poser des questions. Qui sont ceux-là que nous avons amenés comme groupe armé? Est-ce qu'ils sont sincères avec nous ou pas? Parce que tous les groupes armés qui sont actifs au nord Kivu, au sud Kivu, ou même à Ituri, ne sont pas tellement sincères. Il y a ceux-là qui ont été
fomentés pour jouer le rôle de déstabilisateur de la RDC, on sait. Combien d'acteurs, combien de milices sont aujourd'hui sous mandat de la justice congolaise? Parce qu'ils ont fait quoi? Parce qu'ils ont trafiqué avec le Rwanda. Et quand ils trafiquent avec le Rwanda, est-ce qu'il sera votre allié aujourd'hui ou demain? Il a des comptes à rendre à son allié. Donc moi je dis, aujourd'hui il y a un problème véritable à Nairobi et qu'il faut recadrer les choses. Voilà pourquoi l'autre fois je vous disais. Donc ici, il faut repartir sur de nouvelles bases. D'ailleurs je ne crois pas. Je suis de ceux-là qui défendent à ce que, comme tout le monde le dit sur ce table, autour de cette table, organisons-nous militairement, renversons les choses sur le théâtre des opérations, et vous allez voir qu'il n'y aura plus de discussion sur cette question. Vous avez des informations qui viennent des sources crédibles, société civile. Est-ce que les avions Sukhoi 25 pilonnent encore les positions des ennemis? Est-ce que ces avions sont en action? Mais malheureusement, c'est ce que tout le monde se pose la question. Où sont partis ces avions? Tout le monde se pose la question. On ne cesse de regarder. Où sont partis ces avions? Parce que si aujourd'hui le M23 est arrivé à menacer Kichanga, donc à menacer Kichanga, c'est contourner le verrou de Kibumba pour sortir par derrière et menacer Goma, on se pose la question, ces avions étaient où pour barrer la route? C'est la première chose. Deuxième chose, lorsque les groupes armés sont intervenus pour attaquer et qu'il y a une représailles, ces avions étaient où? Et je crois que nous avons un problème, ça peut se régler évidemment, à terme d'organisation et de conduite des opérations. Vous savez Fabien, il y a 3 ou 4 semaines ici, nous avions suivi qu'on a déchargé le gouverneur du Nord Kivu de la tâche de conduite des opérations. Et tout le monde s'était étonné. Qu'est-ce qui se passe? Curieusement, hier, il y a un arrêté qui vient, on le réhabilite. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi on l'avait déchargé et pourquoi on le réhabilite aujourd'hui? Ça fait partie des petites choses minimes, c'est vrai, mais qui impactent sur l'ensemble des opérations sur terre. Monsieur Tazi, merci Nixon Kambale. Monsieur Tazi, je reviens à la question que je posais à l'ambassadeur Atundu. Washington attendait beaucoup de Félix Tshisekedi quand il était arrivé aux affaires. Vous voyez, Washington n'était pas dans la logique de l'Union européenne pour pouvoir lancer ce débat de la vérité des urines ou la vérité des urnes. Mais il fallait justement essayer de contraindre l'avancée ou contraindre l'avancée de Pékin, hein, comme ça a été fait au Soudan. Est-ce que Félix Tshisekedi a répondu à ces attentes? L'influence chinoise a-t-elle diminué? Est-ce que cette guerre, ce n'est pas un chantage à lui, Tshisekedi? Nous réfléchissons encore autour. Écoutez, j'ai l'impression qu'on ne se pose pas de bonnes questions. Qu'on est dans la forme au lieu de faire du fond. Vous pouvez nous amener dans le fond. Premièrement, que la politique étrangère américaine est une cohérence. Ce n'est pas une politique partisane. Les objectifs, les principes, les doctrines philosophiques sont arrêtés. C'est seulement le mode de conduite qui dépend des individus. Vous comprendrez que Biden ne fera pas la même chose que Bill Clinton. Ok? Ça c'est de 1. La politique étrangère américaine, ou la politique africaine américaine, dépend curieusement de la perception que l'Amérique se fait de l'État. Il y a les États classés Pivotal States, les États pivots. Il y a les États classés Failure States, les États faillis. De la manière dont vous êtes considérés, vous méritez la confiance américaine. De la manière dont votre gouvernement est coté sur le plan interne, sur le plan externe, vous bénéficiez de la confiance américaine. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le Congo peut bénéficier de la confiance américaine? Est-ce que le discours du Congo peut passer aux États-Unis d'Amérique? Je ne sais pas dire non. Je ne peux pas non plus dire oui.
Mais les faits sur le terrain prouvent que de plus en plus, il y a un changement. De plus en plus. Vous savez que depuis un certain moment, les rapports documentés par les Nations Unies n'étaient pas promulgués contre le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons l'impression que le land Il y a les bribes d'informations. Vous comprenez? Tous les rapports ne sont pas... Il y a des bribes d'informations. Tout à fait. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de gens qui disent... Je suis heureux d'entendre certains propos sortir de l'ambassadeur, du genre capitalisons. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a une certaine reconnaissance internationale de l'agression contre la République démocratique du Congo, l'agression rwandaise. Il y a de plus en plus de salons diplomatiques qui le disent. Mais cela ne suffit pas. Il nous revient de capitaliser cela par notre discours. Vous savez quoi? Le Rwanda, après les génocides, a bénéficié de ce que nous appelons de la diplomatie de la pitié. Ils ont tellement perdu, on dit, écoutez, ne les négligez pas, ne les frappez pas, ne les mécontentez pas, ils en ont déjà trop souffert. Parce qu'ils ont capitalisé les génocides. Ils ont présenté, jusqu'aujourd'hui. Vous savez, vous avez vu les documents de Banyamulenge qui disent nous arrêtons tout ça. Lorsque vous lisez les contenus, vous vous rendez compte qu'ils mettent en exergue encore. Il y a beaucoup de ruses. Il y a beaucoup de ruses et beaucoup de mensonges. Ne nous entraînez pas sur ce terrain. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Fabien. Écoutez. Revenons au sujet. Je reviens. Mais c'est là il y a beaucoup de ruses et beaucoup de mensonges. C'est là le vrai problème. Oui. Aujourd'hui, l'argument majeur des agresseurs, c'est la crainte d'un certain génocide. Ruse quoi? Mais c'est un discours, professeur, s'il vous plaît. Professeur, c'est un discours qui a des effets, s'il vous plaît. Qu'ils le tiennent ailleurs, nous ne pouvons pas relayer ces discours ici. Il y a beaucoup de mensonges. Pas. Non, c'est un fait qu'on constate. Deuxième élément, s'il vous plaît. Le Congo a certes des alliés stratégiques. C'est vrai. Les discours de savoir l'équilibre d'intérêts, les discours d'avoir une reconnaissance des intérêts, c'est une perspective. Une perspective inéluctable, une perspective obligatoire. C'est même la voie que le Congo doit suivre pour convaincre, s'il vous plaît. Vous êtes impatient? Je voulais vous ramener à ce processus de Nairobi. Vous avez proposé une carte qu'on doit balancer pour que vous puissiez nous dire à quoi ça rime par rapport aux revendications des groupes armés, vraiment très loin de ce mensonge autour d'un certain génocide. Alors, Jocelyn Toumba, vous pouvez nous balancer cette carte. Professeur Tazi, vous nous dites par rapport aux revendications à Nairobi, à quoi ça rime justement cette et pendant ce temps, vous avez la parole également un peu plus de temps, oui. J'ai tenté d'analyser les résultats du dialogue, des négociations entre le Congo, le gouvernement congolais, et les groupes armés, notamment le CNDP, le M23. J'ai eu la nette impression que les mêmes revendications reviennent. C'est ainsi que j'appelle le mode opératoire. Parmi les revendications qui reviennent, les groupes armés demanderaient à ce qu'on puisse déclarer une partie de la République comme une zone sinistrée, une zone à problème. Et cette zone-là doit bénéficier d'un traitement de faveur sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. Alors, lorsque on met les éléments sur la carte, il dessine un arc qui part de Owele jusqu'au Tanganyika. Alors, cet arc-là, Tanganyika, est une préfiguration de la balkanisation. En fait, les idées qui hantent les Congolais, c'est de perdre une partie de leur territoire. Ainsi donc, tout ce qui reste, tout ce qui s'est fait sur le plan militaire, sur le plan politique, même à l'intérieur, même j'ai peur à dire, même la constitution de 2006 sont des phases successives dont
le point culminant serait cette balkanisation. Justement. Écoutez, Oui. Fabien, l'adhésion à l'organisation des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est plutôt, est une exigence se trouvant dans ces accords-là. Vous trouvez sérieux? Exigence des accords De M23. Lisez ces accords-là. Lisez ça. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont souhaité, ils ont pris les armes pour que la République puisse adhérer à une organisation sous-régionale. Ça voudrait dire simplement que les processus, heureusement que nous avons la carte, ces processus-là, Voilà. Merci, ingénieur Ntumba. Donc, voilà. Assez rapidement maintenant, parce que vous avez déjà eu à expliquer. oui. Ces processus-là Oui. est en train de faire les lits à tout ce qui se passe. En fait, à tout ce La ligne rouge, là, c'est rouge, parmi les exigences des de l'autre groupes côté, rebelles. c'est les territoires à problème. Oui. Ces territoires revendiqués, ces territoires que l'on voudrait puisse avoir un traitement des faveurs sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan économique. C'est cette partie-là. Alors, la zone, j'ai peur, lorsqu'on parle de zone tampon, que ça corrobore également les mêmes revendications présentées par les ennemis de la République. Une inquiétude partagée par l'ambassadeur Atundu, mais qui a parlé c'est-à-dire d'une clairvoyance pour pouvoir tirer le drap de notre côté, parce que il n'y a pas, c'est pas une fatalité. Tout à fait, Oui. tout à fait. C'est pas une fatalité, bien Oui, sûr. mais Moulumba doit ça, prendre la parole aussi. Ça dépend de la manière dont nous pouvons, à partir d'un discours diplomatique construit comme l'ambassadeur l'a dit, construire une stratégie de lutte réelle contre ces dangers qui guettent notre territoire. Freddy Moulumba, on comprend que l'espoir pour Nairobi, il ne faut pas beaucoup l'inscrire dans le carnet, mais comme l'ambassadeur Atundu le dit, il y a toujours moyen de tirer le drap de notre côté. Comment faire en sorte que Nairobi nous profite à nous? On vient de démasquer la ruse rwandaise à travers la technologie. Comment faire en sorte que Nairobi nous soit bénéfique? Oui, moi je ne crois pas à Nairobi. J'ai dit la fois dernière ici, si nous voulons résoudre cette crise, il faut aller en Amérique. Pourquoi aller en Amérique? Parce que la guerre a été montée en Amérique par Bill Clinton avec ses hommes d'affaires. Cette guerre avait un objectif de balkaniser le Congo. Honoré Ngwanda, dans son dernier livre sur les derniers jours de Marshal Mobutu, Ngwanda explique les discussions qu'ils ont eues avec Bill Richardson, qui était envoyé spécial de Biden, pardon, de Clinton, oui, mais qui avait beaucoup plus, qui était entouré de gens de services de renseignement et d'autres services de Washington. Ils ont des discussions. Ngwanda explique donc Bill Clinton a envoyé un message à Mobutu, lui demandant d'abandonner le pouvoir et de céder à quelqu'un d'autre. Nous, on était en guerre contre le Rwanda et l'Ouganda, qui venait avec l'AFDEL. Mais qui négociait avec Mobutu? Ce n'était pas l'AFDEL, c'était l'envoyé spécial, les envoyés spéciaux de Bill Clinton. Donc, si nous souffrons aujourd'hui, nous sommes dans ces difficultés, il faut dire que c'est à cause du comportement du comportement du président Bill Clinton, de son administration. Pourquoi je l'ai dit? Regardez ce qui s'est passé après. Dans toutes les négociations, les Américains ont parlé, après les Américains, les Nations Unies ont récupéré avec d'autres pays occidentaux. Donc on est en train de nous tirer en longueur. Si on ne sont pas intelligents, ils vont aboutir à leur objectif qui est celui de balkaniser le pays. Mais on a une chance exceptionnelle. Quand je dis allons en Amérique, parce qu'en Amérique, on peut trouver des gens qui partagent avec nous les mêmes valeurs, la même vision.
Je prends l'histoire de ces pays, de nos relations entre Amérique. Non, vous allez chez les pyromanes. J'ai dit ceci. Au lieu d'aller en Russie, vous allez aller chez les pyromanes. Je t'informe. La Russie, tout comme la Chine, ne font pas la guerre au Congo. La guerre au Congo est entraînée par les Américains, par les globalistes. Si vous voulez combattre, allez en Amérique sur place. Ne partez pas en Russie, ne partez pas en Chine. Donc, j'expliquais, je voulais faire appel à l'histoire. On a tendance à oublier. Léopold II, avec l'État indépendant du Congo, a commis un génocide ici, entre 1885 et 1906. Pour que Léopold II soit battu, parce que derrière Léopold II, il y avait des multinationales. Léopold II avait un lobbying très puissant à Washington. Tous les journaux travaillaient pour Léopold II. Il a fallu des pasteurs américains noirs qui étaient ici, qui sont rentrés en Amérique, qui ont fait la propagande ou bien qui ont fait le lobbying pour le Congo. Jusqu'à ce qu'on a convaincu les présidents américains pour couper les relations avec... Mais il y a eu aussi un journaliste britannique. C'est ça que j'ai dit, mais les journalistes britanniques sont partis voir l'Américain, les présidents américains. On a décidé, pour que Léopold II, qu'on puisse prendre récupérer le Congo et le donner à la Belgique. Donc l'Amérique, les présidents américains, l'État américain est intervenu en face des hommes d'affaires qui ne voulaient pas qu'on parle du Congo dans les médias. Donc c'est pour vous dire que l'Amérique n'est pas seulement ce que nous voyons ici, les Américains, mais les intérêts américains sont très clairs. Deuxième élément que je voudrais encore donner comme exemple, c'est ce qui s'est passé au Katanga. Il faut relire l'histoire. Si cette guerre au Katanga a pris fin, la saison katangaise, c'est l'État américain. Les Américains ont fait les calculs. Ils ont vu les intérêts des multinationales, les trusts, la Société nationale de Belgique, qui fomentait, qui était derrière Tchombe et les autres. Les Américains ont regardé par rapport à la nouvelle guerre froide. Donc l'État américain, ils ont fait les calculs, ils ont dit non, arrêtons. C'est comme ça que les Katanga, on n'a pas accepté que les Katanga deviennent États indépendants. Il y avait déjà l'armée, il y avait déjà la police, il y avait déjà la monnaie. Un ambassadeur belge était sur place. C'est pour vous dire qu'il faudrait étudier très bien les Américains, donc l'État américain, nous ressemblons avec l'Amérique. Et n'oubliez pas, l'État indépendant du Congo, le premier État à reconnaître l'État indépendant du Congo en 1884, c'est l'Amérique. Ça, je vous dis, il faudrait écarter les sentiments. Merci Frédéric. Et qu'on fasse appel à des gens qui maîtrisent les dossiers pour savoir comment on va faire pour que les gens qui se font Kagame aujourd'hui puissent perdre ce que je peux appeler les piliers au sein de l'État américain. Merci Freddy Moulumba. J'espère que vous n'êtes pas en train de vous montrer reconnaissant envers les États-Unis pour la formation dont vous êtes bénéficiaire en diplomatie. Non. Écoute. Il faut que non. C'est une façon. Non, parce que nous parlons au peuple. C'est une façon. Non, je te dis ceci. Oui. Moi, je n'ai pas demandé pour que j'aille en Amérique pour être formé. C'est une femme qui était à l'ambassade américaine, une républicaine, qui m'a appelé, qui venait de la Chine. Il dit, mais on ne comprend pas, vous ne comprenez pas comment la politique étrangère américaine fonctionne. Et nous sommes partis, on était deux Congolais, pour être formés. Donc quand j'ai compris comment la politique étrangère américaine fonctionne, oui. Maintenant j'ai une autre lecture des choses. Oui, Freddy Moulumba, une petite question. Oui. Blinken, après la réunion de Luanda, dit que le bonheur, le peuple congolais aura le bonheur, la stabilité, le développement, il le connaîtra lorsque Kagame cessera son soutien au M23. Ça c'est Blinken, au département d'État. Vous dites qu'il faut aller là-bas pour que ce malheur s'arrête. Je t'explique. Comment expliquer ça? Je t'explique un peu très bien comment ça fonctionne la politique étrangère. Un peu de mots, en deux mots. Oui. Je viens de te dire ici, ceux qui détiennent les pouvoirs en Amérique, c'est l'armée américaine, c'est les renseignements. Ce ne sont pas les politiciens. Il faut retenir ça. Deuxième chose. Ce ne sont pas les multinationales? J'ai dit que les multinationales peuvent influencer, ce sont des lobbies. Mais ils ne peuvent pas décider. C'est l'Amérique profonde, ce qu'on appelle l'État profond américain qui décide. Voilà. Non, attends, je voudrais un peu expliquer encore autre chose. Donc, c'est pour vous dire que en Amérique, si nous voulons aller voir ces gens, il faut préparer des dossiers. Il faut aller les voir et discuter avec eux en profondeur. L'Amérique est trop riche. L'Amérique n'a pas intérêt à nous exploiter. Ce qui nous exploite, ce sont les hommes d'affaires. Vous savez, nous faisons beaucoup d'erreurs. Blinken, tu as parlé de Blinken ici. Il était dans quel gouvernement? Prends toute l'équipe qui est dans l'administration Biden, la grande partie.
a travaillé avec Bill Clinton. Voilà pourquoi Kagame a encore des piliers, comme Samantha Power, c'est comme encore Madame Susan Rice. J'ai lu leur mémoire. Donc ils ont toujours l'empathie envers les Rwandais. Donc ça signifie que si nous voulons aller plus loin, qu'on étudie comment la politique étrangère américaine fonctionne et qu'on sache comment négocier avec eux. Voilà. Parce qu'on ne fasse pas l'erreur. Vous entrez en conflit avec l'Amérique aujourd'hui, nous serons perdants. Ne fasse pas l'erreur. Bon, il ne faut pas aussi qu'on fasse croire aux Congolais que ils ont affaire à Dieu le Père qui décide tout et puis voilà, ça devient... Parce que l'Amérique a connu beaucoup d'échecs aussi et des bâcles dans le monde, même devant un peuple qui n'était pas fort. L'ambassadeur Atundu, c'est à vous la parole maintenant. La dernière préoccupation, s'il n'y a pas assez d'espoir que nous devons attendre de Nairobi, que faire maintenant pour que les Sukhoi se redéploient et pilonnent les positions de l'ennemi et que on ne puisse pas se faire endormir par ces négociations, voilà. La première chose, c'est de laisser la conduite des opérations militaires. Un Sukhoi qui bombarde même un village rwandais, ça ne fait pas la guerre. L'acquisition d'un avion de transport ne détermine pas l'issue de la guerre. La guerre est un processus de libération. Et nous devons ajouter un élément que nous n'exploitons pas. Notre guerre est légitime parce que nous voulons garder la souveraineté sur notre territoire, parce que nous voulons sauver les valeurs démocratiques qui fondent un État moderne. L'intégrité du territoire et la non-violence pour accéder au pouvoir. Nous devons exploiter cela de façon que tout État qui se proclame démocrate doit être gêné de soutenir le Rwanda qui est l'anti-démocratie. C'est important. Deuxième chose, je voudrais revenir un peu sur la découverte des écoutes. Les écoutes, c'est vieux comme le monde. Et généralement, pour ce genre de rencontres, il faut toujours s'attendre qu'il y ait des micros par-ci, par-là. Et avant d'entrer dans une salle et de commencer une réunion, tout État intéressé doit pouvoir aseptiser la salle, c'est-à-dire contrôler s'il n'y a pas d'écoute. Ce n'est pas un fait nouveau. Il y a quelques années, je crois, les Européens se sont réveillés comme scandalisés parce que les Américains les écoutaient. Mais ça, c'est le b.a.-ba de renseignement. Il faut écouter ses amis parce que les ennemis peuvent passer par l'ami. Il faut écouter ses amis. J'étais proche d'un chef de service occidental, n'est-ce pas? Et il m'a fait la confiance et la confidence de me montrer la salle où on écoutait toutes les conversations qu'il avait dans son bureau. Donc il vous reçoit, mais vous êtes écouté sans le savoir. Donc ça, c'est les règles du jeu. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant introduire dans notre guerre une composante cyber. Est-ce que nous avons une composante cyber dans notre armée? Quand nous allons en négociation, est-ce que nous exploitons cette composante? Ça, c'est la guerre moderne. Il n'y a pas que l'information. Il y a aussi l'intox, il y a l'infox, il y a les désinformations. Donc, il faut se préparer en conséquence. Au lieu, chaque fois, de se plaindre, il faut savoir parfois encaisser le coup. Ici Oh, non, c'est une réflexion. Oui. Il faut savoir
encaisser le coup en silence pour rendre l'appareil, eh bien, en silence aussi. Alors, nous avons pratiquement terminé. Je vois, si vous pouvez respecter cela, 30 secondes pour une conclusion. Nixon, 30 secondes. C'est dire que, évidemment, nous sommes convaincus que Nairobi ne va rien produire. Et que la seule option qui nous reste, c'est faire la guerre. Et par conséquent, on doit se préparer à conséquence. On doit faire la guerre en présence de l'armée régionale, la force régionale et la MONUSCO. Ça ne nous empêche pas de faire la guerre. La présence des armées étrangères ne nous empêche pas d'exercer notre souveraineté, notre force. Parce que c'est nous qui devons débarrasser notre pays des agresseurs, pas les autres. Merci Nixon pour votre conclusion. Rien à attendre de Nairobi. Il faut faire la guerre. Mboumel est la plus. Monsieur Tazi. Tout à fait. Pour terminer, je voudrais que tout le monde comprenne que le pays est en danger et que ce qui se passe sont des phases successives d'un objectif un peu plus sérieux contre la République, la balkanisation, et que le gouvernement se comporte comme une structure ayant la légitimité et l'incarnation de la défense de l'intérêt de la République, en faisant plus ce qui est utile au lieu de se pavaner en ce qui est agréable. Parce qu'on ne voit pas le gouvernement de la République, je répète encore, capable de mobiliser les citoyens autour d'un idéal de la défense, surtout pas à Kinshasa. Ça, on n'a pas vu. Il y a des marches sporadiquement ici et là, mais le gouvernement n'est pas jusque-là en mesure de le faire. Nous attendons ça de lui, qu'il fasse quelque chose pour canaliser les aspirations de la population, tous derrière la République et voilà, en face de la République. Freddy, le projet, on a dit 30 ans. Nous allons vers 30 ans pour démembrer le pays et maintenant, même que le testament laissé par le maréchal Mobutu vient d'être révélé, raconté aux Congolais, vous pensez qu'il n'y a pas fatalité, il faut se battre? Je pense que le Congo a repris sa place, mais à Kinshasa, je pense que les élites ne sont pas tellement conscientes. Nous avons les clés de puissance et d'avenir pour le monde de demain. C'est à nous de savoir négocier. Et comme nous avons un statut un peu, je dirais un peu international depuis notre création, il faut beaucoup plus écouter ce qui se passe à l'extérieur. Ça signifie que voir la Chine, voir la Russie et voir l'Amérique pour savoir définir nos intérêts et comment les défendre. Voilà. Allez en Tondou. Sans pour autant sortir les secrets. Non, on ne va pas sortir le secret. On va donner des principes d'efficacité. Pour que Nairobi et toutes les réunions de ce genre aient un sens, il faudrait que la République démocratique du Congo garde le leadership d'initiative. Ces réunions doivent être convoquées par nous et non par quelqu'un d'autre. La conduite sur le terrain des opérations. Les armées qui viennent ne viennent pas imposer la paix par le statu quo, mais ils doivent nous aider à bouter dehors les ennemis de la République. Est-ce que c'est ce qu'ils vont faire? C'est que cette force régionale est en train de faire? Je doute. Deuxièmement, dans cette phase de guerre, il faut que nous ayons une cohésion nationale infaillible. Il faut une structure, des Une cohésion d'abord d'intelligence, une cohésion de conscience, une cohésion des esprits. La classe politique et tous les acteurs sociaux qui interviennent, n'est-ce pas? Ça, c'est très, très important. C'est à cette condition que nous pourrons espérer. Nous devons cesser aussi d'être narcissistes, quelquefois naïfs. Quand on dit que le Congo est un scandale géologique, c'est faux. Ce fut un scandale géologique parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas
c'est que la Chine avait, c'est que les États-Unis avaient. Mais aujourd'hui, la Chine, c'est un scandale géologique, comme le Congo, si vous voulez. Mais ne nous flattons pas en disant que nous sommes... Non, 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 non. Il faut relativiser les choses, il faut avoir ses deux pieds sur terre et ne pas perdre de vue que nous menons une guerre pour notre survie, pour sauver les principes qui doivent continuer à rendre notre pays gouvernable de façon à donner la paix, la prospérité à notre peuple. Merci Alain Atundou. Je n'oublie pas ce qui a été dit dans les vestiaires là, ça m'a soufflé quelque chose. Pendant cette période, les traîtres, il faut les isoler et les aider à aller se reposer dans les troubles. Parce qu'il n'y a que la patrie qui compte. Est-ce que c'est mauvais? Je ne vous demande pas de réagir. Les traîtres, il faut les extirper de l'armée et leur permettre d'aller se reposer dans les troubles. Parce que la nation est plus consacrée, les mettre hors d'état de nuire. Oui, la patrie est plus importante que nos appartenances idéologiques et politiques et même les besoins du nombril. Professeur Tazi, merci. Nixon, merci. Freddy, merci. André, merci. Merci également à toute la réalisation, à la production. Bellarmé Katalay, oui, Papa Mapassa Dédé à la régie son et à la réalisation, Jocelyn Toumba, et derrière toutes ces caméras aujourd'hui, une femme formidable qui s'appelle, son nom est en train de partir là, oui, Lissimo a exaucé. Voilà, ça arrive, hein, les mémoires se rebellent aussi, pas pour prendre les armes, mais beaucoup de choses en tête. Alors, merci également à tous ceux qui nous ont suivis au Gabon et au Danemark. Nous avons des réactions. Prophète Doudou Moyé qui est pour le renvoi de toutes les troupes de la force régionale. À très bientôt.